Bonjour mes chers lecteurs, mes chers spectateurs. Je voulais vous présenter un artiste aujourd'hui qui s'appelle Jean et je voulais qu'il parle un petit peu plus tout d'abord de son parcours. Donc bonjour Jean. Bonjour. Voilà. Donc Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire en deux mots donc comment vous présenter en fait en deux mots voilà. C'est fini. Deux mots. Dans quel sens c'est fini? Ben voilà, deux mots. D'accord. Ça fait deux mots, c'est fini. Oui. Et ça peut être aussi ses débuts. Ah, c'est le début. Oui, ça commence. Ça commence. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que vous faites en fait, donc de votre art, des Si créations. on peut appeler ça de l'art. J'ai commencé, il y a pas mal de temps. C'était dans j'avais essayé différentes techniques de peinture, de sculpture aussi, mais sans aucune notion, si vous voulez. Vous avez pu en voir un peu à l'atelier ou ici. Et puis après, c'est à la fin des années 60 que j'ai commencé d'utiliser des outils que j'utilisais habituellement comme bûcheron, un bûcheron amateur, disons, c'est-à-dire hache et tronçonneuse, pour faire des choses assez brutes et pas très dégrossies, si vous voulez, sans fignoler. Et c'est ce que vous voyez autour. Alors, au début, c'était brut. Si je mettais quelque chose, c'était dans les teintes de bois pour les conserver, des lasures. Et après, j'ai rajouté des couleurs plus vives, comme vous pouvez le voir, toujours dans la lasure. Et quelquefois, il y a eu aussi des coulures de peinture différentes. Alors, Donc ça, c'était grâce à la recherche de votre personnalité, de votre style personnel, non? Que oui, vous voilà. avez commencé à rajouter les outils et puis les couleurs aussi. Disons, oui, ça me plaisait déjà aussi par la rapidité. Et puis, il fallait faire assez rapidement ce qu'on voulait, mais on pouvait aussi. Il y a le côté de risque aussi qui me plaisait. On risque de tout bousiller quand on travaille à la hache ou à la tronçonneuse. C'est pas des outils très précis, donc, du moins, c'est un peu difficile de faire des choses très précises. Et donc, c'était aussi un challenge, quoi. Je me disais et petit à petit, je me suis fait la main avec ces outils-là. D'accord. Et j'ai continué. D'accord. Et donc cette rapidité, vous dites qu'il fallait aller vite. C'est par rapport à quoi? Par rapport au support? Parce que je n'étais pas un professionnel, je ne passais pas tout mon temps à ça, mais quand j'avais envie de m'y consacrer, il fallait que ça avance assez rapidement. J'aimais bien au moins une certaine partie, la partie de dégrossissement, avance assez rapidement. Après, il y a une partie de finition aussi qui est plus lente, mais et puis après, puis les teintes et tout, je mets pas mal de couches de chaque couleur et tout. Et ça, c'est plus long aussi, mais disons que la partie principale qui donne l'expression, pour moi, il fallait que ça aille assez vite. D'accord. Et donc, les outils dont je vous parle convenaient pour ça. Le temps de création était quand même assez limité vu que c'était votre occupation, c'était pas votre occupation principale, c'est ça? Oui, et puis ça donne des expressions plus fortes si on va rapidement, plutôt que si on met, je sais pas, des jours ou des semaines pour faire une Donc grosse c'était tête, par exemple. spontané. Oui, assez spontané, oui. D'accord. C'était un peu, il fallait que ça avance, et en même temps, il y avait un risque de tout détériorer à chaque moment, quoi. D'accord. Ça faisait un peu partie de ce genre de travail. D'accord. Et quelle était votre astuce alors pour trouver un temps suffisamment long pour pouvoir créer quelque chose, mais en même temps, parce que voilà, la grande question pour beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui essaient de créer, qui font la peinture ou les sculptures ou la musique ou le cinéma aussi, c'est de trouver un équilibre entre le temps professionnel, leur gagne-pain, et aussi donc le temps de création. Est-ce que vous avez trouvé un juste milieu entre ces deux univers? Non, ça a toujours été difficile, étant donné, oui, bien sûr que je n'ai jamais essayé d'en vivre. Il m'est arrivé d'en vendre quelques-unes à la demande. J'ai eu quelques achats également de collectionneurs, de musées et tout. Ça aide, mais je ne comptais pas là-dessus. Là, c'était une sorte de visage comme une plantation, mais maintenant, ça ressemble plutôt à ça, vous voyez, différentes essences d'arbres qui faisaient la forme d'un visage aussi. Là, on le voyait à peine, puis après, ça s'est développé. Et maintenant, il a disparu à nouveau. Ça avait intéressé le directeur du musée de Lyon,
Et donc, le photographe avait pris ça, et puis c'est un photographe du musée qui avait pris ces photos-là, et celle-là aussi. Voilà, ouais. Et est-ce que vous avez aussi... J'ai essayé quelquefois de faire ce que vous avez vu là sur les pots de lapin, ou alors sur le... qu'est-ce que je... Ah oui, j'en ai parlé, je ne vous l'ai pas montré. Les différentes... avec les tôles, tout ça, là, j'avais fait des mers en tôle, des Marianne en tôle, qui étaient un peu humoristiques, pour illustrer quelquefois des élus de la République qui se retrouvaient en prison, justement. Voilà. Mais ça, c'était passager, quoi. C'était quelques... Donc il y avait aussi un côté... il y a toujours un côté, comment dire, une empreinte moderne qui reste sur les choses que vous créez, non? C'est ça? Est-ce que ça reflète un peu la réalité actuelle? Je ne me suis pas cantonné uniquement au bois, qui est ce qui m'est le plus familier, mais j'ai essayé aussi sur la pierre. Vous avez vu, il y a quelques-unes en granit. Là, j'utilise des disqueuses ou d'autres outils. Pas des tronçonneuses, bien sûr. Oui. Voilà, je me donne la liberté d'utiliser d'autres techniques, parfois. Oui. Et en tant que quelqu'un qui, si je ne me trompe pas, mais vous n'avez pas fait l'école de Beaux-Arts, donc du coup, comment est-ce que... J'ai rencontré d'autres artistes qui les avaient fait, alors voilà. Peut-être j'ai eu quelques influences. Comment est-ce qu'on progresse en tant qu'artiste quand on a toujours ce bagage, Alors, je ne sais pas si ça vous concerne, mais il y a pas mal de créatifs qui ont ce complexe d'infériorité par rapport à ceux qui ont fait des grandes écoles d'art. Et alors, comment est-ce qu'on peut progresser et on peut se libérer de ça si vous avez senti cette libération un jour? Moi, bien sûr, je n'ai pas du tout le même parcours, la même formation qu'eux. Et je ne pensais pas du tout que ce que je faisais intéresserait des professionnels de la peinture ou de la sculpture. Il se trouve que j'ai eu des propositions par des galeristes, et même certains étaient connus, quoi, ou des musées comme, je sais pas, le musée d'art contemporain de Lyon, entre autres, qui m'ont exposé, qui m'ont acheté, mais je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Donc, je n'ai pas eu de complexe par rapport à d'autres gens. Peut-être un petit peu, mais bon, en tout cas, c'est pas vraiment ça qui m'a... J'en ai pas souffert vraiment. Par contre, c'est vrai que j'ai sûrement des lacunes, mais je n'essaye pas d'imiter des choses que j'ai déjà vues, c'est pas la peine. J'essaye de voir comment... Moi, vous voyez, je travaille à partir d'une forme que j'ai remarquée, soit en bois, soit en pierre ou autre, des fois en tôle ou en métal, ça m'est arrivé. Et j'interprète cette forme-là à ma façon, avec les outils qui me paraissent les plus efficaces pour ça. Mais je ne me demande pas trop à l'avance, en tout cas, est-ce que d'autres ont fait avant, est-ce que c'est original? Certains ont trouvé que c'était original, moi je n'en savais rien. Je sais que d'autres gens maintenant, beaucoup de sculpteurs utilisent des tronçonneuses, des haches ou autres. Quand j'ai commencé, je n'en connaissais pas en tout cas. Alors récemment on m'a posé une question par rapport à la création. Est-ce que... Voilà, on m'a demandé, est-ce que moi, je ressens ce moment quand je peux me dire, ça, c'est la bonne idée pour pouvoir la créer, pour pouvoir la mettre sur papier ou en image, etc. Est-ce que vous avez des astuces ou des sentiments, des pressentiments pour dire, je vais le faire, c'est le bon moment, ou peut-être qu'il faut que je me retienne pour pouvoir créer après? Souvent, entre le moment où je remarque une forme sur un morceau de bois, sur une pierre ou autre, il se passe souvent beaucoup de temps avant que je ne... disons que justement, comme c'est des techniques qui sont assez brutales et assez efficaces, il faut que je les prépare à l'avance. Et il faut que ce soit déjà un peu élaboré dans ma tête, en tout cas. Quelquefois, au début, je faisais un croquis, maintenant, je n'en fais plus. Mais il faut que j'ai un petit peu un plan dans ma tête de ce que je vais faire. Au début, il y a déjà une certaine idée qui évolue après au fur et à mesure du travail. D'accord, ok, très bien. Et puis, ça a évolué dans le temps aussi, comme je vous ai dit. Je me suis mis à mettre des teintes d'abord pas très vives, puis ensuite, elles ont été plus vives, vous voyez, comme celles que vous voyez maintenant. D'accord. Et donc, ce que je voulais savoir aussi, à quel moment, quand on commence de créer quelque chose, dans les années 60, fin des années 60. Fin des années 60. Oui. Donc, à quel moment on se dit, ça serait bien que j'expose ça, que je montre ça aux gens?
Moi, je ne l'ai pas dit, c'est d'autres gens qui me l'ont dit. Des gens qui ont vu ça. Et en fait, ils ont proposé ça à une MJC, Maison des Jeunes et de la Culture de Grenoble, qui était assez récente, puisque elle avait été faite pour les Jeux Olympiques de Grenoble, donc dans les années, pour 1968. Et je connaissais le directeur d'ailleurs, qui lui a toujours tout de suite, et c'est un gars qui travaillait là-bas il donnait des cours de dessin ou d'art plastique, et il en a parlé au directeur qui a tout de suite dit d'accord. Alors il m'a fait une exposition, j'avais une trentaine de sculptures à l'époque, c'était en 1970, et comme voilà, c'est là que ça a commencé. Moi, j'ai dit, bon, si vous voulez l'exposer, pourquoi pas, mais il faut les transporter. Moi, je ne peux pas les transporter. Ils l'ont transporté, une quarantaine environ, qui sont restés un certain temps. Et comme là-bas, c'était une maison, c'était la MJC Prémol, au village olympique, et elle était neuve. Beaucoup de directeurs, quelquefois, ils se réunissaient ici. Donc, d'autres directeurs de la MJC m'ont dit, est-ce que tu pourrais me les prêter, nous les prêter? Donc, elles ont fait un peu le tour des MJC, des foyers de jeunes travailleurs de Grenoble. Après, elles sont parties dans l'Isère ailleurs. Elles sont parties en Savoie, puis en Haute-Savoie, puis en... Vous voyez, il y a eu... Donc ça a commencé de voyager. Oui, pas toutes les mêmes, mais puis alors il y en a que j'ai perdu, il y en a qui ont été cassés, tout ça. Je faisais pas trop attention à l'époque. Après, je me suis dit, il faut quand même un petit peu mettre de l'ordre. Mais voilà, je me suis pas trop posé la question. Et c'est... Après, petit à petit, que d'autres se sont intéressés, comme des galeristes. Mais au début, moi, je ne pensais pas du tout que ça intéresserait d'ailleurs ni des collectionneurs. Pour moi, ce n'était pas de l'art, c'était plutôt une distraction, quelque chose, un moyen d'expression, disons. D'accord. Je exprimais des sentiments forts, vous voyez, assez forts. Et assez expressifs. Est-ce qu'on peut dire que cette volonté de créer était plus forte que vous? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Je pense, oui. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait que je trouve le temps pour le faire. J'avais pas mal d'autres occupations. Il fallait que je laisse ces occupations pour créer. C'était pas toujours dans les moments où j'étais le plus libre, par exemple en hiver, que je le faisais, parce qu'en hiver, il peut faire froid. Donc, surtout si c'est des choses un peu grosses, je les faisais en plein air ou simplement sous un hangar. Et donc, mais c'était le moment où j'avais envie de le faire. Et encore maintenant, il faut que je sois vraiment motivé pour dire, voilà, je vais faire cette sculpture dans tel morceau de bois. D'accord, c'est bien. Mais c'est rare que je dise, tiens, je vais faire telle sculpture d'après une photo. On m'a des fois demandé, est-ce que, voilà une photo, est-ce que tu pourrais nous la faire en sculpture? Et là, non. Donc, pour vous, l'art sur commande, ça existe réellement ou pas? Est-ce que ça peut exister? Si je suis libre de faire ce que je veux. Mais si c'est une photo trop précise, très figurative par exemple, j'ai toujours refusé, j'ai dit non. Plein d'autres sculpteurs ou peintres ou autres seront ravis de le faire. Moi non, je ne fais que si ça correspond à ma façon de travailler. Et à partir de la première, donc après la première exposition jusqu'au jour d'aujourd'hui, combien d'expos vous avez fait environ? Je ne sais pas, au début j'en ai fait beaucoup, mais vous voyez, dans des lieux comme les MJC, tout ça, oui. Je ne sais pas exactement, j'en ai fait beaucoup. Après j'en ai eu encore, oui, aussi dans des galeries, ou quelquefois dans des musées, pas souvent. Mais oui, j'en ai fait beaucoup. Donc, moi, ce que je voulais savoir aussi, je sais qu'au début, pour beaucoup d'artistes, beaucoup de photographes aussi également, peut avoir l'exposition, ça peut être aussi un moyen de motivation pour pouvoir, pour avoir cette énergie créatrice pour la suite. Et puis, je pense qu'au fil des années, au fil d'exposition aussi, les gens peuvent se dire, ils peuvent trouver vraiment, voir les vraies valeurs. Et pour certains, c'est de continuer d'exposer. Et pour d'autres, c'est peut-être continuer de travailler sans forcément avoir le nombre d'expositions augmenté. Pour vous, quelles ont été les vraies valeurs après toutes ces expositions? Disons que moi, au début, les expositions, on me les a plutôt proposées que moi, je n'en ai cherché. Maintenant, même quand on me les propose, j'en accepte assez peu. Et bon, je tiens à pouvoir continuer de travailler quand j'en ai envie. Oui. C'est la priorité par rapport à savoir si je vais les exposer. Vous voyez, j'ai un lieu
où les gens passant sur la route voient qu'il y a quelque chose. S'ils veulent en voir plus, ils demandent, je leur ouvre, mais je ne leur cours pas après, je ne marque pas exposition. Au début, j'avais marqué exposition, il y avait quelquefois des cars entiers qui s'arrêtaient, la plupart des gens n'étaient pas très intéressés. Après, je me suis dit, bon, ben, là, eux perdent peut-être leur temps, et moi aussi. Oui. Alors maintenant... parce qu'il faut trouver son public aussi. Ils voient les choses comme vous les avez vues. Si vous êtes intéressé, vous venez me voir, on en voit plus. Sinon, ils passent leur chemin, ils regardent, ils prennent des photos et puis ils s'en vont. Et c'est très bien comme ça. Peut-être que, justement, c'est pas professionnel parce que si je voulais en vivre, il faudrait au contraire essayer d'intéresser des acheteurs. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. D'accord, très bien. Et donc, ma dernière question... quels sont vos projets à venir, projets artistiques, projets de création? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse plus qu'autre chose aujourd'hui? Je ne sais pas, Oussem. Entre nous. Maintenant, j'ai quelques projets de sculpture d'assez grande taille, mais je ne sais pas si j'arriverai à les mener à bien. Je vais essayer. J'ai récupéré quelques gros châtaigniers, parce que le châtaignier, vous avez vu, c'est surtout des châtaigniers qui sont en plein air, se conservent très bien. Mais après, oui, il y a des techniques, c'est des bois qui sont très lourds, donc c'est pas simple. Vu mon gabarit, vous voyez, je ne peux pas les soulever à la main, il faut des engins que je n'ai pas. Je ne sais pas si je les mènerai à bien, je verrai. Et pour le reste, je ne sais pas si ça intéresserait non plus quelqu'un pour les exposer ou encore moins pour les acheter. Ça arrive de temps en temps, mais c'est rare quoi, que des gens s'intéressent à des choses aussi brutes et aussi grandes. Et, voilà. Alors, les petites aussi, je continue d'en faire quelques petites. Vous voyez, il y en a un peu partout. Mais c'est pas toujours, je me dis pas est-ce que quelqu'un va s'intéresser à ça? C'est après que je le vois si ça intéresse quelqu'un ou non. Et qu'est-ce que vous pourrez conseiller pour ceux qui vont regarder, voir cette vidéo, pour les artistes? Qu'est-ce que vous pourrez conseiller dans 2 cas de figure? Donc le premier cas, c'est qu'est-ce que vous pourrez conseiller à un artiste qui débute et qui rencontre son premier succès? Et dans le deuxième cas, qui rencontre son premier échec. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller après? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez dit à quelqu'un en face de vous? Il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre. Il faut qu'ils arrivent à trouver des clients. Et c'est pas facile, surtout en période de crise. Vous devez en savoir quelque chose. Et les artistes qui essayent de vivre en tant que professionnels le savent encore mieux. On voit de ce qui se passe avec les intermittents du spectacle. Oui. Dans les arts plastiques, c'est encore pire. Il y a encore moins de... C'est encore plus difficile pour la plupart. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais conseiller. Je pense qu'il faut être très motivé pour faire quelque chose qui ait vraiment du sens et qui soit accepté dans les milieux artistiques branchés, disons, dans des bonnes galeries, dans des bons musées. C'est pas sûr du tout que même quelqu'un qui a fait les beaux-arts, j'en ai rencontré plein, et qui aimeraient bien avoir eu les propositions que j'ai eues moi. Alors que moi, j'ai rien cherché du tout. On me les a proposées, je ne sais pas comment. Je sais pas. Donc, ça peut être probablement se concentrer vraiment sur la création. Faire quelque chose de sincère. Peut-être de sincère et d'authentique. Surtout pas essayer d'imiter tel ou tel, parce que ça marche. Voilà. Parce que justement les connaisseurs savent très bien si on a imité quelqu'un, voilà, ne pas essayer d'imiter parce que quelque chose marche. Voilà, on peut admirer, il se fait un tas de choses, maintenant on peut voir un tas de choses, même si on reste dans un village comme le mien, mais soit par la télé, soit en allant dans des musées, dans des galeries, on voit un tas de choses. Il faut essayer de garder sa sensibilité à soi et pas dire, tiens, ben, un tel, ça a marché, je vais essayer de faire ça. C'est peut-être le seul conseil que je puisse donner. Essayer de garder, d'abord, savoir si vraiment il est intéressé. Et s'il est intéressé, il ne faut peut-être pas qu'il cherche à faire du commercial, parce que sinon, après, il est dans une catégorie où on va avoir du mal à en sortir, quoi, disons. Mais là, c'est difficile, parce qu'on peut rester
toute une vie sans rien vendre, quoi. Si ça ne correspond pas à la sensibilité de la plupart des gens. Ou aux tendances actuelles. Aux tendances actuelles, oui. Voilà, les tendances actuelles, il y a de tout. Moi, il y a des choses que j'aime, d'autres que je n'aime pas du tout. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais même si on aime quelque chose dans l'art contemporain, il ne faut pas dire, tiens, puisque ça marche, je vais essayer d'en faire. C'est déjà dépassé dès que ça a été fait une fois. Oui. C'est inintéressant de vouloir refaire la même chose. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, je voulais vous remercier. C'était vraiment très plaisant et très intéressant et enrichissant d'être là ici à vos côtés et de voir tous ces œuvres. Je vous le dis, pour moi en tout cas, c'est sûr. Bon, les propos sont certainement très décousus. Je sais pas si. Non, c'est les propos d'un artiste. Hein. C'est vraiment, c'est très clair. Et puis surtout, les spectateurs qui vont voir ça, c'est ceux qui sont quand même préparés, qui savent ce que c'est l'art, qui savent ce que c'est l'art visuel. Donc, je voulais vous remercier. Si vous le dites. Je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci à vous de vous intéresser à mes bricolages là. Je vous en prie, merci beaucoup. Я верил, что чудо возможно, что все должно стать другим. Нелепых фантазий заложник, я шел, вытирая плевки